Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait donc ce matin émission intraday, petit tour rapidos. Je regarde très succinctement tout ce qui se présente en face de nous, voir s'il y a des trucs intéressants qui sortent du lot par rapport au scénario escompté, des choses qui marchent dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Allez, on va commencer VXN. Effectivement, ça va commencer à devenir intéressant. Donc, support moyen terme. Donc là, on est quand même sur. Bon, là, on va dire c'est les canaux hebdomadaires qui se retrouvent ici. Donc le canal de soutien hebdomadaire sur la volatilité, on n'a pas dépassé le sommet et je pense sans problème qu'on peut donc tenter une nouvelle accélération. Peut-être dans ce cas-là pas pour aller chasser au-delà des sommets, mais en tout cas je pense créer une divergence, c'est-à-dire peut-être aller plus bas sur le Nasdaq sans nécessairement aller plus bas sur la volatilité. Donc dans ce cas-là un plus bas marginal semblerait se profiler. Alors attention parce qu'on est toujours d'accord sur le fait que la structure du Nasdaq est quand même assez emmerdante. Mais il est tout à fait possible que là, on aille pousser à la divergence, c'est-à-dire tirer un momentum par là, et dans ce cas-là, tenir peut-être le support. C'est ce que ça semblerait suggérer, en tout cas, vu que VXN, pour moi, casse un peu sa tendance haussière. C'est que probablement c'est ce schéma-là qui semble se dessiner comme étant le plus probable maintenant. Alors on va surveiller dans les prochains jours, là on est vraiment sur du daily, mais ça là c'est pas normal, c'est pas le genre de truc qu'on peut trouver. Donc deux gaps baissiers de suite, on est sur les supports, je suis curieux de voir comment ça va réagir. Donc des ventes Nasdaq à prévoir cet après-midi pour moi. C'est clair, on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur Twitter. Gold, toujours pareil, ça tergiverse, on se fait chier à plus en pouvoir. On est donc bien dans un beau range, à attendre que le marché veuille bien trouver un putain de timing pour se déclencher. Silver, du coup, rechute, même chose. Donc les deux dans des ranges en attendant que ça veuille bien partir au nord. Pour moi, de toute façon, tout indique que la tendance va se poursuivre et donc probablement un affaiblissement du dollar à venir. Mais pour l'instant, évidemment, on est donc dans les scénarios, à savoir toujours des ranges. Ça veut pas, ça va traîner la patte comme l'euro-dollar il y a un an, avant d'un coup de nous envoyer une tendance de taré pendant quelques semaines. Donc pour l'instant, patience sur ces scénarios. La UDNZD, est-ce que ça rebondit? Ouais, bon, pas vraiment. Donc c'est très faible. On tient la clôture sous les 61% de Fibo, ce qui semble sous-entendre qu'à moins qu'on fasse une énorme Morningstar aujourd'hui, c'est-à-dire une grosse bougie haussière qui revienne clôturer de manière très franche au-dessus des 61. J'ai envie de dire que là, il faudrait même presque revenir clôturer au-dessus des 1,08. À moins que ce miracle boursier arrive, et bon, tout est possible. Je pense que c'est plutôt à terme une direction vers le support majeur des 0,65 et donc une petite cassure éventuelle de cette zone support pour emmerder le monde, aller chasser du stop là-dessous, essayer de voir si on peut trouver des imbéciles à trader ce prix-là. Probablement qu'on n'en trouvera pas, ce qui fait qu'ici, à mon avis, on risque de trouver un renversement haussier assez rapide. Donc la prochaine zone à surveiller. Côté action, Apple, qu'est-ce qui se passe? Ok, mais rien du tout. Donc ça joue les rebonds comme partout, mais on reste toujours sous l'influence des gaps baissiers. Donc pour ma part, ça reste bear et je ne vois pas de raison de changer quoi que ce soit. General Electric continue de se faire dézinguer. Bon, on est toujours en train de travailler donc cette zone support, donc ça va, ça montre que le marché l'a vu, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, je dirais maintenant attendre le travail de ces supports, la cassure de ces supports ensuite, et je pense que les prochains supports en dessous m'intéresseront. Mais attention, quand je parle de travail, je ne veux pas qu'on passe 3 jours, je veux qu'on passe encore quelques jours au-dessus de ce support avant de pouvoir l'enfoncer, sinon c'est que c'est toujours pas le bon. Voilà pour le petit tour d'horizon graphique. On va faire donc de l'intraday. Ce matin, on va faire une seule méthode, c'est-à-dire qu'on va faire alors si on va présenter les deux, c'est-à-dire on va voir, on n'en appliquera qu'une, mais on va présenter les deux. Je vais charger le multi-chart. Juste, on va faire l'analyse ce matin comme on avait fait la dernière fois. Donc, essayer de repérer lequel des actifs en intraday ce matin peut être très intéressant pour jouer des signaux. Qui est sur des bornes à trader. Alors, l'eurodoll, pas intéressant. GBP USD, hop, on en est où? GBP USD intéressant, toujours sur des scénarios plutôt vendeurs. Essayez donc de jouer les replis vendeurs pour aller dire bonjour au canal majeur ici. Alors on est en 15 minutes, donc là c'est quand même des scénarios qui prendront plusieurs jours à se mettre en place. Mais je pense que là-dessus, sur un trade intraday, dans cette zone-là, c'est pas inintéressant sur GBP USD. Donc de chercher plutôt des ventes. Sur l'USD Yen, toujours des recherches de vente, on est sur des prix assez intéressants pour le faire. Le gold, inintéressant au possible. Donc là, on ne touche pas. Des ventes DAX ce matin, pas inintéressantes, on va en parler. Des ventes Nasdaq, évidemment.
et des ventes S&P 500. Donc des ventes sur les indices, et en bas à droite, c'est qui? C'est Apple, on s'en branle. On peut essayer de voir qu'est-ce qui est tradable aussi en intraday. Quelle paire on pourrait rajouter? Non, pas une paire. Alors, trader du Boon en intraday, c'est pas fantastique. JPN à la limite. Ouais, on pourrait. Bon, JPN, le spread est quand même un peu costaud, donc c'est pas fantastique non plus pour trader ça. On a mis donc là-haut, c'est le gold, oui, c'est ça. Ah bon, voilà, on va mettre US Oil à la limite. Je sais pas quel est le spread sur les US Oil. Je crois que c'est quand même un bon spread. Donc, pour faire de l'intraday là-dessus, ça me paraît complexe. Et de toute façon, il n'y a pas réel intérêt là-dessus. Alors voilà, on voit ici donc la formation d'un range. Donc, on peut jouer un trading range. Là, quand on voit, de toute façon, sur le même graphique, le support long terme et la résistance long terme, c'est-à-dire que tout est extrêmement comprimé. Donc là, il faut s'attendre à un petit range avant probablement une sortie à mon avis plutôt haussière, mais à surveiller. Donc d'un intérêt le plus total, donc je dirais ce matin GBP, USD Yen et les indices. Donc pour moi toujours les mêmes thématiques, hein, un dollar qui va probablement se commencer à montrer des signaux de faiblesse, ce qui devrait assez probablement renchaîner des rechutes à Wall Street puisqu'on est sous résistance. Donc allez, ce matin on va travailler que DAX, mais donc en application bête de la méthode, hein, si vous voulez tout simplement. Voilà, ce matin c'est ces 4 là qui sembleraient être intéressants pour chercher des signaux. Nous on va faire que DAX et en plus ça tombe bien, il est dans le panel. Donc comme toujours on vient faire en 15 minutes son petit point de vue. Donc on voit bien effectivement on est en train de trader les canals 2 heures, donc c'est des prises de profit qu'on vient de traiter, hein, parce qu'on a bien installé un beau mouvement haussier. Okay, donc là, on vient jouer les zones où ça prend des profits, on joue du range. L'objectif, c'est d'essayer de ne pas viser plus bas que ça. Et après, bon voilà, on peut chercher une structure. Moi, je vais faire un petit peu d'héliotisme ici et je vois ça, d'accord, en termes de structure de prix. Et ça laisse normalement faire ça derrière. Voilà. Normalement, c'est ça qui nous attend, c'est-à-dire une structure 5 vagues de type impulsion, c'est-à-dire qu'elle va aller plus vite que les autres, d'accord, et plus directionnelle. Et normalement, elle va revenir au support. Ok, et normalement, là, on est en train d'échouer proche de la résistance, c'est-à-dire ABC, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'on appelle le flat. Et donc, normalement, je pense, cette structure-là à venir se poursuivre pour jouer donc le soutien haussier sur ce canal à terme. Donc là, en gros, c'est la dernière vente, c'est contre-tendance, et c'est pour jouer donc une structure de range flat, c'est-à-dire un double top qui sera non validé, qui viendra juste créer un double bottom. Et ici, voilà. Évidemment, sous condition de support. S'il n'y a pas de support qui se met en place ici, bah, c'est renversement. Mais là, franchement, moi, dans le contexte, en 2 heures, là, tout invite à penser que, mis à part si Wall Street se fait foncièrement beaucoup plus dézinguer, bah ouais. Mais là, moi, je vois quand même une structure de hausse en 5 vagues. Hein, donc tout m'invite à penser que voilà, hein, c'est 1, 2, 3. Vous serez même en train de faire une 5. Donc en fait, attention, peut-être pas un flat au final. Je suis en train de vous dire des bêtises. Mais on est quand même sur des zones où ça recherche des ventes. Donc disons que c'est compliqué à voir ici parce qu'on a quand même une structure assez pernicieuse qui s'est mise en place. Je ne sais pas qui est la vague 1 ou est-ce que ça c'est une fin de vague 5. Un peu compliqué. Bon, on va pas faire d'héliotisme dans le doute, je préfère ne rien faire. Ce qu'on va faire, c'est que dans ce cas-là, quand c'est pas clair, eh ben, on fait de la bonne vieille stratégie de range, à savoir résistance, support. On est bien dans la putain de zone rouge, donc on va faire une gestion du risque de range. Dans le doute, il vaut mieux faire ça. Vu qu'on attaque ce range par le haut, bah pour moi ce sera un range baissier. Donc ça veut dire un stop loss ici, quoi qu'il arrive. Ça fait combien de stops pour voir si c'est gérable? Et quel levier maxi on peut se permettre? Ok, c'est encore cher comme stop. Enfin encore très très cher. Bon, alors on n'est pas encore sur la zone de prix qui m'intéresse. Je pense que ça peut monter encore un petit chouïa. Et on va voir donc de toute façon quels sont l'état des signaux en 15 minutes. Bon là pour trader ça ce matin c'est compliqué. Les deux en breakout, mais je vois qu'on a déjà réalisé des breaks avant. Ça sent le faux break, hein, donc j'ai plutôt envie de dire effectivement vendeur, mais il faudra peut-être attendre que ça vienne casser ces zones. Pour l'instant. Donc moi je dirais je fais rien tant qu'on n'est pas ici sur la target ou en train d'invalider les breaks, c'est-à-dire de faire des clôtures franches sous les niveaux d'ouverture. On est à 9h, c'est assez peu intéressant là ce matin, sincèrement. Ça bouge pas trop. Pour une ouverture européenne, on sent que ça a tergiversé. Ah voilà, bon là on a des choses plus intéressantes en 2 minutes.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est sur des targets baissières dans un haut de canal. Notre momentum, il fait rien. Donc, je dirais un peu de patience. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus qui se met en place. Moi, je tenterais peut-être une vente, mais n'ayant ni momentum ni sine wave, je ne vais pas m'amuser à faire le mariole. Donc voilà, moi là en 2 minutes, je dirais j'attends. J'ai rien de plus à faire. Attendre de voir si on invalide ces zones et qu'on repart à la baisse. Dans ce cas-là, peut-être jouer des trades vendeurs en cassure. Si ici ça essaie d'aller chasser un petit peu plus haut, dans ce cas-là, essayer de choper un petit excès sur le momentum ne me semble pas inintéressant. Mais bon voilà, là à l'ouverture, sérieusement, il n'y a aucun consensus qui sort de là. Ça peut vraiment aller taper dans les deux sens. Moi, je ne joue pas à dire, dans ce cas-là, je vends là avec un stop là. Très clairement, c'est la seule chose qui reste à faire. Là, c'est de se dire, ok, on joue que des ventes parce qu'on est dans une zone de vente, mais on trade sans signal. Moi, ça ne correspond pas du tout à ce que je pratique. Les signaux sont plutôt vendeurs, les derniers signaux sont vendeurs, mais là, je n'ai pas du tout un momentum favorable. Je préfère donc ne rien faire et attendre gentiment. Mais le scénario pour moi sera donc plutôt vendeur ce matin, quoi qu'il arrive, puis ça corrobore ce qu'on recherche. On est bien sur des hauts de canaux, des zones où il va y avoir des prises de bénéfices. Et pour ma part, je pense que ça, ce qui va se mettre en place. Même chose, donc comme je dis, des indices américains, pour moi cet après-midi, ça va se prendre une bonne clacasse. En vue de la fin de semaine, je pense qu'on va retrouver des phases de baisse. Donc on va voir. En tout cas, aujourd'hui, peut-être pas nécessairement une bérésina baissière, mais en tout cas, je pense aujourd'hui des ranges et peut-être plus demain la réinstallation éventuelle de tendance baissière. Et donc on verra comment les indices européens réagissent à ça. N'ayant pas plus d'informations à vous donner, donc là je dirais attendre de signaux. De toute façon, c'est suivre bêtement les signaux du matin. Pour l'instant, sine wave c'est plutôt baissier en termes de pattern. On est bien dans la zone technique baissière, mais ça manque de conviction au niveau du momentum. Donc je dirais en attente d'informations, je préférerais soit jouer un trade en breakout baissier, c'est-à-dire si ça revient baisser ici, pouf, peut-être jouer une accélération à la médiane du canal, jouer un trade baissier ici. En fait, jouer ça comme trade, c'est-à-dire si ça vient là, hop, j'essaie d'attraper le trade qui fait ça pour payer le stop. D'accord? Ça fait dans ce cas-là une entrée par là, une entrée vendeuse en breakout, donc avec un levier diminué. Hop, je mettrai donc un stop au-dessus du sommet qu'on aurait fait par là. Et évidemment, une fois qu'on arrive dans la partie basse, je paye ce stop et je laisse le reste en intraday. Voilà. Et après, on voit, soit le marché ici casse le soutien haussier 15 minutes, soit le marché derrière rebondit, va chercher plus haut. Dans ce cas-là, je préfère sortir et revendre le prochain push haussier. Voilà, on va regarder à quoi ça ressemble le DAX. J'aime bien faire ça, juste parce que dans la lecture du DAX, c'est quand même important. Alors on va le faire comme ça, c'est même mieux encore. Ici, de se dire en daily, alors t'es gentil, mais c'est pas ça que je voulais. Voilà, ici, en daily, et je voudrais le DEU30, voilà, le cash en daily. Voir à quoi ressemble le cash. Donc le cash, pour moi, on est bien dans une zone de travail très intéressante en intraday pour des ventes. On a bien fini un cycle haussier, on est bien en train de faire une oscillation baissière sur le momentum, on est bien en plus sur une trade line, c'est-à-dire que franchement, pour moi, tout m'invite à penser que ce matin, on va démonter un peu des supports sur le DAX, sans nécessairement que ce soit fin du monde. Mais bon, voilà, faut être pragmatique, se dire, hier, la clôture est quand même un peu chelou, c'est-à-dire on fait une mèche haute et ce matin, on rouvre au-dessus, donc il faut faire quand même attention. Je ne serais pas non plus surpris que du coup, on essaie le contre-pied, c'est-à-dire qu'ici, on essaie juste de venir chasser au-dessus de la mèche. Ce ne serait pas surprenant. Maintenant, je ne serais franchement pas surpris non plus qu'on revienne tester l'ouverture d'hier. Ouais, c'est-à-dire l'objectif, revenir tester 542, c'est pas très loin. Ouais, ça correspond bien à ce que je pourrais rechercher. On revient tester les 542 et ici on avise. Parce que si là le marché fait une mèche basse sur ce prix-là aujourd'hui, c'est-à-dire si on consolide, on revient tester toute la séance d'hier et ça crée un support, comme on a déjà cassé le plus haut, là pour le coup, demain peut-être une nouvelle poussée haussière à voir. Donc c'est les deux scénarios, je pense pour l'instant, mais le cash, il a un peu de mal là à se décider ce matin. Soit on fait double mèche haute sur cette zone-là, entre guillemets, on valide bien une forte résistance ici, on clôture là ce soir. Demain, c'est grosse journée de baisse. Pour moi, là, je n'irai pas par quatre chemins. Pour l'instant, ça me paraît franchement hésitant. Voilà. Donc à voir, mais jouer peut-être donc un trade en breakout ici, avec le momentum qui passe sous la 0, c'est-à-dire passage d'un momentum négatif et passage de la médiane du canal. Donc pour un trade en breakout, c'est un peu tout ce que je vois à faire ce matin.
Euh, voilà. Allez, je vais prendre vos questions. Je suis désolé, du coup, ce matin, on va la faire rapide parce que n'ayant rien de plus à vous donner, je pense qu'il faudra suivre les signaux. Je vous ferai le suivi de la session intraday. Je vais la trader, très clairement. Ce matin, je vais trader. C'est pour ça que je vais me bouger le cul de finir l'émission et on va trader. On fera le suivi sur Twitter et tout ça, tutti quanti. Alors, on va faire une petite alerte. Hop. Voilà. Hop, si ça se dirige vers la cassure en breakout, voir si je prends ce trade ou pas. Et vos questions. Alors, je ne sais pas du tout de quoi je parlais à 1h08 pour être précis, mais ok. Un range dans un range. Ok. Oui, effectivement, supply, c'est l'offre. Voilà, merci. En plus, je m'en souviens que je trouvais pas le mot. Mais oui, c'est ça, voilà, offre et demande. Pourtant, c'est vrai que c'est d'une simplicité affligeante. Mais voilà. Short term bottom sur le WTI, c'est ce que je semble penser. Alors, pas un bottom de court terme, peut-être pour un petit retracement, mais probablement rien de plus. Alors, t'es gentil, Hector, mais tu vas te faire foutre. Je suis gentil, mais si t'es pas content, tu te barres. Suck, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire cocu en anglais. Donc, je t'emmerde, Hector, et tu fais ce que tu veux. Mais si t'es pas content, tu te barres. Je tolérerai pas les insultes ici. Moi, je suis gentil, je vous partage gratos. Si tu viens juste pour m'insulter et me cracher à la gueule, tu te barres. Voilà. Envisages-tu d'écrire un livre pour toi? Certainement pas. Non. Trump fonctionne par décret, il n'en a rien à faire des représentants, certes, mais il y a quand même un système judiciaire, c'est-à-dire que tous ces décrets peuvent être invalidés par des centaines de procédés. Donc non, on ne gouverne pas comme ça aux États-Unis. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Tu t'es gouré sur la date. Oui, j'ai vu, ça a été corrigé. Peut-on être trader et anticapitaliste? Oui, en tout cas moi c'est mon cas. Je ne me considère pas comme un capitaliste et pourtant je suis trader. Voilà, ça m'empêche pas. Mais par contre, il faut avoir une certaine forme c'est pas de la schizophrénie, mais il faut être capable de bien séparer les deux choses. Voilà, c'est juste, moi je trade, mais je trade pas avec les idées et je trade pas avec mes convictions d'être humain. Voilà, mais j'ai mon métier et j'ai mes convictions personnelles. Et c'est tout. Voilà. Parfois, je vous en parle de mes convictions personnelles, mais ça ne sera jamais appliqué dans une stratégie de trading. Je ne trade pas parce que pour telle ou telle raison. Mais je ne suis pas anticapitaliste non plus. Voilà. Je ne suis pas dans ce genre d'extrême-là. Alors, parle toujours du gold et ou du silver, mais que penses-tu des entreprises minières? Alors, on en a déjà parlé. Effectivement, c'est possible que les entreprises minières fassent plus de performances que les métaux, mais je pense qu'en fait, le rebond des métaux ne sera pas dû à un regain de l'activité minière, mais plus... Alors, pardon. On en était où? Ah oui, sur les métaux. Donc voilà, le problème, c'est que je pense que ça va être une demande des métaux liée au risque, en fait, et pas nécessairement, du coup, à un surcroît d'activité minière. Donc, moi, je préfère jouer les métaux. Maintenant, c'est un choix stratégique qui sera peut-être pas forcément le bon. Si vous préférez vous investir dans les entreprises minières, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Je pense que dans tous les cas, normalement, si le scénario se valide, les deux en profiteront. Peut-être l'un en profitera mieux que l'autre. C'est une histoire de choix. Qui est Starbucks, qui est un peu la phase de... alors, n'est que dans la phase retour de volatilité, qui va envoyer une dernière envolée pulmonaire avant de se ratatiner. Allez, on va aller regarder ça. Ok, ah oui, c'est tout à fait ça. Donc la belle bubule, effectivement, la phase retour de volatilité. Ça envoie une dernière phase verticale. Là, il faut que tu valides ça avec une chute des volumes. Ça, je vois pas, mais là, il faut... Normalement, retour de volatilité doit se faire avec du volume. C'est-à-dire qu'ici, là, dans cette phase-là, tu dois voir le volume réaugmenter au-dessus des moyennes de 20 jours. Et là, maintenant que ça repart à l'attaque des résistances, tu dois voir le volume s'écraser. Si tu vois ça, c'est effectivement un très bon signe. Et la prochaine fois qu'on trouve des résistances et que le volume repasse au-dessus de la moyenne de 20 jours, tu dois voir des bougies baissières arriver derrière. Si tu vois ça, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'il faut pour aller cartoucher tout ça. Mais là, effectivement, ça laisse bien à penser. Tu vois, formation du range, retour de volatilité, après des phases un peu parabolisantes. Moi, c'est tout ce qu'il faut pour effectivement rechercher des structures de type un petit peu bullesque, en tout cas des survalorisations qui amèneront derrière des chutes de valorisation un peu brutales. Oui, ça n'a pas changé, on en a parlé ce matin.
Non, non, pas renfort en vue éventuellement, oui, oui. Je risque de renforcer un petit peu, parce que j'ai pris des bénéfices partiels déjà sur Apple, donc probablement réinvestir ces bénéfices avec un petit surplus pour remettre un peu de risque peut-être, mais pas, voilà, pas, ce ne sera pas cataclysmique, mais je risque de revendre en même temps que le Nasdaq. Voilà. Alors, donc, vous probabilité que les cryptos dépassent leurs anciens plus hauts dans plusieurs années. Dépassent leurs anciens plus hauts. Je ne sais pas, mais je pense. Alors, qu'est-ce que dépend ce que tu appelles ancien plus haut? Il faudrait que tu me précises ta question. Alors, penses-tu qu'il est encore temps de faire buy and hold sur Ethereum? Oui, oui, oui. Pour du buy and hold, oui, il n'y a aucun problème. On est toujours sur des prix intéressants. Alors, n'avais pas eu le temps de te remettre la question avant, et du coup le trade n'aura plus... Alors, je ne comprends pas. Je n'avais pas eu le temps de te remettre la question. Ah oui, d'accord, ok. Cependant, pour moi, ton analyse m'intéresse et donc je le reposte ici. Action Air France. Grosso modo, on a fini un cycle de consolidation. Suite à une hausse en 5 vagues, on a retracé. Grosse chute du coup, depuis là, après une première vague de hausse... J'ai joué un achat spéculatif. Alors oui, ben non, Air France, moi, les achats, pourtant, on en avait parlé de celle-là. Hein. Alors tu es en UT Daily. Ah tiens, notre Daxou, il s'y met. Alors, est-ce que j'attaque ça? Ouf, non. Non, 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 non. Alors, voilà, question. Pourquoi on ne prend pas là? Enfin, pourquoi moi je prends pas? Ça m'intéresse pas vraiment. Hop. On se calme, doucement, voilà. Ça peut venir chercher là, mais ça sent surtout le marché qui va essayer justement de faire rentrer des vendeurs, et hop, il va repartir à la hausse. Plusieurs raisons m'invitent à penser ça pour l'instant, parce que le momentum est toujours sur sa trailline haussière. On essaie timidement d'en construire une baissière, donc je vais voir, soit ici le marché dérouille complet, et dans ce cas-là, voilà. Mais je ne vois pas une gestion du risque suffisante. Voilà, le momentum était haussier, là on est en train de le casser, donc on casse la structure de hausse. Mais on était en contradiction, là on était momentum haussier avec des prix un peu foufou. Donc moi face à ça, je préfère rester soft et me dire si ça vient chercher là, voilà, le risque en fait c'est surtout que pour essayer de gagner ça, tu risques de te faire arracher tout ça. Donc moi, s'il y a vente à faire, je préfère espérer un petit repli, un petit retest peut-être de la ligne de tendance qu'on est en train d'essayer de former du coup. Puisque si là ça échoue, si ça échoue dans cette zone-là, on va venir la déborder. Si effectivement ça on le valide et qu'on vient installer prix et momentum baissier, dans ce cas-là ça m'intéresse. C'est-à-dire si on vient jusque-là, il y aura probablement un petit pullback que je vais essayer de rattraper. Donc là le breakout ne me semble pas viable pour l'instant. Donc j'attends de nouvelles infos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là et on va mettre une autre alerte ici. Voilà. Hop, on revient à vos questions. Alors Air France, c'était... Hop. Voilà. Ah oui, non, ok, j'avais une toute autre idée graphique d'Air France en fait. J'étais en train de mélanger deux trucs. Donc tu t'es fait arracher où? T'as acheté ici? C'est bien si t'as acheté là. Attends. T'as acheté par là? T'es bien normalement, je vois pas où est le problème. Attends. Grosse rechute. Un achat spéculatif face 61 de retracement de cette vague. Et là, je suis bien dedans. Ah, ok, d'accord. Quand tu m'as dit je suis bien dedans, je pensais que tu étais dans le rouge. Ok. Alors, quoi viser à la hausse? D'accord, ok, je comprends un peu mieux ta question. Je comprenais vraiment pas. Ouais, moi ça me semble bien. Voilà, c'est le premier des effets. Si tu cherches un objectif graphique, tu mets tes extensions et on est tout à fait d'accord. Là, pour moi, tu fais un bon boulot. Il y a rien à dire. Là aujourd'hui, au stade où on en est, breakout haussier, tu mets tes stops de protection sous le dernier bottom, tu es tranquille. Là, normalement, toi, tu as un gain assuré. Et effectivement, dans ces objectifs-là, tu ne limites pas tes gains. Tu as bien tracé ton canal. Je pense que ta vague 3, elle va très probablement casser ce canal. Donc là, moi, effectivement, je viserais du 1,618. Voilà, je viserais cette zone-là, la zone des précédents breaks, là, ici, là. Ça me paraîtrait pas inintéressant comme premier objectif pour rechercher
sur des UT intraday, voir effectivement des structures de prise de bénéfices ou des trucs comme ça pour te faire un petit TP 25%. Ça te permettra de racheter le pullback au canal. Tu vois, d'imaginer les prix font effectivement comme tu as fait, un petit swing là, tu sors un 25%, ça te permet de renforcer ici la position et puis tu essaies de jouer la dernière vague. Mais là, pour moi, la prochaine vague risque d'aller déborder celle-là. Donc je pense que tu as un bon potentiel quand même sur Air France. Puisque là tu formes des creux et sommets ascendants. Franchement, moi ça c'est une action, je pense que l'action de prix n'est pas inintéressante pour essayer d'aller probablement recoter cette zone-là. Moi je mettrais un objectif graphique ici, quoi, à 17. Alors faut pas viser plus que 17, et on est quand même à 9, hein, donc ça fait une belle PV si tu arrives jusque là-haut. Mais tu vois, tu t'imagines, moi je dirais le canal de long terme, là il reste orienté à la hausse, tu vois, il va s'orienter comme ça. Bah, effectivement, je dirais un truc comme ça, à terme, hop, ça vient là, on déborde un peu le canal et stop. Voilà. Par contre, une fois que tu arrives là, moi, je n'irais pas viser plus haut que ces trucs-là, quoi. La zone des 16-17, là, faut quand même sérieusement réduire la voilure là-bas, quoi. Surtout que pour l'instant, moi, d'un point de vue hebdo, ça reste des signaux plutôt vendeurs, hein, voilà. Donc, à jouer ici, là, peut-être POC, voilà, t'encaisses un peu vers 12, comme je te dis, tu sécurises le trade. Si ça retombe comme un boulet, bah, tu laisses tomber. En tout cas, tu auras pris ton gain ici, hein. Mais voilà, si ça reste derrière haussier, je pense essayer de jouer les swings pour viser cette zone des 15-17. Mais attention, on est en hebdo, donc là ça va prendre du temps, hein, avant d'arriver là. Mais l'action de prix me semble plutôt favorable. Un petit message pour te remercier, hein, c'est de la communauté Discord. Parfois difficile de tout regarder. Il n'y a pas de souci, hein, je comprends totalement le fait que vous ne puissiez pas forcément tout regarder, et c'est pas très grave, hein, voilà. Oui, je sais. C'est prévu. Je le refais à la fin de l'hiver, là, vers Noël. Je vais descendre dans le sud-est et je vais le refaire. On va le traduire dans d'autres langues. Donc voilà. Voilà, c'est prévu. C'est prévu pour répondre à ta question. Ben voilà, tu vois, c'est bien un petit. Donc c'est bien, tu vois, tu as partagé et tu as appris quelque chose, donc c'est pas mal. ANZ des yens. Oui, on va faire un point ANZ des yens, mais pour l'instant, moi, de ce que j'en vois, ça arrache tout à la hausse parce que le NZD est haussier. Le yen est maintenu sous pression parce que les indices rebondissent. Donc, NZ des yens, pas franchement très baissier, et moi, je ne veux pas le jouer à la hausse. Donc, je pense que ça doit continuer à essayer de chercher les résistances, mais dans un scénario plutôt range, c'est-à-dire, à mon avis, c'est une consolidation avant d'y aller sérieusement sur le NZ des yens. Alors, il y a parfois une ligne sur l'indicateur momentum bêta. À quoi sert-elle? Aucun nom dans les réglages et elle n'apparaît pas sur tous les time frames. Alors, on choisit sa couleur dans... Ah oui, ok, d'accord, je vois très bien à quoi ça sert. Alors, je vais t'expliquer succinctement à quoi ça sert sans aller dans les énormes détails. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu vas dans momentum bêta, si tu vas ici, il y a une ligne qui n'a aucun nom, je crois. Elle doit s'appeler, je ne sais pas, mais il y en a une qui n'a aucun... Voilà, c'est ça, c'est celle-là. Okay. Et en fait, effectivement, c'est une down trail supplémentaire. En fait, c'en est une qui sert uniquement à colorer la zone de squeeze. Tu vois, là, ça, là. En fait, pour colorer, en code, il faut lui donner 2 lignes et lui dire, tu colores entre ces 2 lignes. Et du coup, en fait, j'ai dû créer une deuxième ligne down trail artificielle qui sert juste à définir quand les conditions sont réunies pour colorer le fond. Voilà. C'est pour que vous ayez une trace historique des zones où ça avait squeezé, en fait. Voilà. Donc tu t'en fous, hein, voilà, c'est pas, ça change rien, en fait. C'est pour moi, c'est des bidouillages de code. Alors, l'autre question, quelle est la différence entre bear, bull, trend? Ok, d'accord. Donc sur sine wave non bêta, tu verras apparaître parfois, voilà, ces trucs-là, bear trend, bull trend. Tous ces trucs-là, en fait, te permettent de gérer ton risque. C'est-à-dire que quand tu as ça, quand tu vois marqué bull trend, bear trend, si tu as tradé à la vente avant, tu mets des stop break-even. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une tendance qui est en train d'essayer de s'installer. Si tu la trades, tu te mets en sécurité tout de suite. Si le marché revient chercher cette zone-là, tu ne dois pas laisser le prix passer en négatif. C'est ça que ça veut dire. Pour tous les prix qui se trouvent au-dessus, hein, voilà. C'est-à-dire quand tu as le label Bear Trend, si tu as tradé à la vente tout ça, là putain t'es tranquille, tu mets à break-even et tu peux reprendre des trades vendeurs pour jouer la poursuite de la tendance. Mais en tout cas tout ce qui s'est tradé au-dessus du niveau du label, tu laisses. Voilà. C'est-à-dire que c'est des trades que tu peux conserver. Tu vois, par exemple, même chose ici, bull trend, boum, tout ça là, tu vois, on n'est jamais revenu côté ces zones de prix.
Même chose, hein, Bertrand, bam, tu vois, toutes ces zones-là, on est revenu les tester et hop, elles ont refait chuter les prix derrière. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Hein, voilà, c'est que ça donne des bornes de zones de prix qu'on considérablement rejetées. Hein. C'est-à-dire là, effectivement, après le travail de cette zone, d'accord, en fait, ça peut te permettre d'identifier des zones résistantes, si tu veux. Après le travail de cette zone, boum, extraction baissière, bear trend. Donc là, tu sais qu'il y avait grosse résistance. Tu vois, tu peux te servir de ça pour une analyse graphique, pour trouver des gros niveaux. Même chose ici sur la bull trend. Hein, voilà, tu vois, tu peux appliquer ça. Là, te dire, bah, tu vois, même chose, on en a créé un autre, là, bull trend derrière. Tu peux te dire, là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, ici, cette zone-là, on l'a travaillée, elle s'est extraite par le nord. Et tu vois qu'effectivement, le petit pullback que tu as eu là sur Air France, bam, ça rachète. Ça peut être intéressant de les utiliser comme ça. Voilà. Bon, moi, j'avoue, je les utilise plus trop, puisque dernièrement, j'avais plutôt tendance à utiliser Sine Wave, bêta. Mais c'est vrai que maintenant, je remets les deux, comme ça, je suis sûr d'avoir les mêmes signaux. Enfin, je suis sûr de voir tous vos signaux. Tu vois ce que je veux dire, en fait? Voilà. Et comme je vous ai expliqué, ça, je trouve que c'est intéressant de combiner les deux versions, seulement si vous avez une bonne maîtrise. Et encore une fois, soyez conscient de votre propre niveau d'apprentissage. Vouloir gravir les marches plus vite, c'est-à-dire vous dire, bah ouais, mais je vais me mettre dans les... je suis pas totalement prêt, mais je préfère me mettre dans les conditions les plus rudes, et comme Phil le fait, boum, je mets les deux indicateurs. Non, on est bien d'accord, les règles sont simples. Si vous avez bien pratiqué les indicateurs pendant 5-6 mois, que vous êtes à l'aise, confortable, que vous avez bien compris le fonctionnement, et que vous voulez prendre un petit peu plus de risques, ça me semble pas mal de combiner les deux, de mettre à la fois bêta et le sine wave standard. Si vous êtes en phase d'apprentissage, c'est juste aller plus vite que la musique de jouer ce jeu-là, et je trouve pas ça intelligent. Voilà. Donc moi, je vous invite surtout pas à essayer de faire ça. Voilà. Autre question. Alors, oui, je me suis planté sur la date, c'est corrigé. Alors, dommage de faire de la politique maintenant. Alors, comme si la forme était... Mais non, elle n'est pas due qu'à ça, mais elle est clairement étendue et étirée à cause, effectivement, des politiques fiscales de Donald Trump. Il faut arrêter. Qu'est-ce qui a fait que, par exemple, Apple a été suracheté? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ah super, ils vont rapatrier une montagne de cash astronomique et ils vont recréer de l'activité sur le sol américain. Ouais, bon, ils n'ont recréé aucune activité sur le sol américain, ils rapatrient le cash, mais alors très doucement, et puis c'est surtout pour racheter des actions pour l'instant, donc voilà, il faut faire attention. Moi, je vous fais pas... alors, attends, je vais finir de lire avant de commenter. À ton avis, qu'aurait fait le marché si c'était Clinton? Mais on n'en sait rien et on s'en fout de ce qu'aurait fait le marché avec Clinton. C'est pas dans ce sens-là que je fais de la politique. Et puis c'est pas de la politique partisane, je m'en fous. Bon, j'ai une haine profonde de Donald Trump, mais bon voilà, c'est une haine pour le personnage. Sa position politique de président, mais je m'en branle, il ne sert à rien le président. Il signe des décrets, mais la plupart du temps qui ne vont nulle part. Là, il avait sa majorité, ce qui fait qu'il a pu faire des choses. Il vient de perdre sa majorité, il ne fera plus rien, point barre. C'est le contre-pouvoir d'un système démocratique, c'est comme ça. Maintenant, il va être ancré dans l'immobilisme, et je mets ma main à brûler que c'est ce qui va se passer. Voilà. Alors, il aurait également monté saluant la défaite. Mais bien sûr, voilà, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, mon propos de ce truc-là n'était pas de dire c'est Donald Trump qui a poussé le marché. Non, ce que je te dis, c'est les politiques fiscales de Donald Trump. C'est un cadeau pour Wall Street. C'est un énorme cadeau, mais c'est un cadeau court-termiste. Et si tu réfléchis intelligemment, tu sais qu'on va devoir payer ça et que tout simplement, une stratégie court-termiste à la fin d'une tendance de long terme, ça va également avoir des effets négatifs au début de la phase de baisse. C'est-à-dire comme on a amplifié la fin de la tendance haussière, le début de la tendance baissière risque d'être un petit peu stupide. Aussi stupide, si tu veux, que je vivais les mois de hausse où on nous répétait à longueur de temps tax plan, résultat des entreprises. Bon, c'était bien, mais résultat des entreprises, aujourd'hui, on est sur le plafond de profitabilité, c'est très mauvais signe pour la suite. On a tiré des valorisations un peu trop fort à cause des bulles de crédit qu'on crée et qu'on alimente en zone européenne. Donc il n'y a pas que Donald Trump qui est responsable de la situation. C'est vraiment pas ça. C'était pas ça que j'ai dit dire. Mais ce que je veux dire, c'est d'un point de vue headline, d'un point de vue journalistique, d'un point de vue analytique.
le Trump trade, il aura sa réciproque. C'est sûr et certain. Ça fonctionne comme ça. Quand je dis juste que Trump sera probablement limogé dans la prochaine phase de baisse si elle arrive, c'est tout simplement parce qu'on lui a attribué la phase de hausse, on lui attribuera la phase de baisse. Je n'ai pas dit qu'il était nécessairement responsable de ça. D'accord ? Il faut vraiment faire attention à ça. J'ai peut-être mal argumenté sur certains propos. En tout cas, l'interprétation que vous en faites n'est pas ce que j'en pense. Hein. Je ne dis pas que Trump c'est le vilain démon et que à cause de lui le monde va s'effondrer. Je dis juste que sa politique, oui, elle est extrêmement dangereuse par contre en fin de cycle. Mais attention, ça reste un président. Il a un pouvoir extrêmement limité et c'est plus un imbécile qui remue les mains que quelqu'un qui va effectivement appuyer sur le bouton nucléaire. J'y crois pas une seconde. C'est pas dans ce sens-là, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il fait là en fin de cycle, c'est extrêmement dangereux parce que, effectivement, ça accélère la fin de la tendance. Mais voilà. Bon. Moi, de toute façon, je ne lui donnais pas 15 ans au marché. Hein, donc, on va voir combien de temps il va réussir à tenir dans ce schéma-là. Et si on doit entrer en contradiction avec le marché, c'est-à-dire si la vision que j'en ai n'est pas reflétée par les prix, encore une fois, je ne suis pas des gens qui vont maintenir des positions vendeuses à essayer de jouer Robin des Bois face au marché. Hein, clairement pas. Voilà. L'eau, s'il aurait su, il n'aurait pas venu. Alors, je ne comprends pas. Ok, pour une faute d'orthographe. Bon, soyez pas méchants. Ok, pas d'autres questions. Eh ben, écoutez, sur ce, je vous laisse. Donc, on évitera de parler politique à l'avenir, mais ça, je tolère pas, hein, les gars, qu'on soit bien d'accord. Si vous venez pour m'insulter, on n'est pas potes. Moi, je prends du temps pour vous et gratuitement. Si tu avais quelque chose à payer, à la limite, tu pourrais te plaindre. Tu n'as rien à payer, tu n'es pas content, tu te barres, mon cher. Mais m'insulter, ça ne fait pas partie des options. Voilà, allez, bonne journée à tous. On va jeter un petit coup d'œil à notre pote Daxou, quand même, voir où il en est. Si j'ai un petit truc à vous donner avant la fin de journée. Ok, bon voilà, c'était bien fait donc de ne pas prendre la vente. Pour l'instant, ça tente de donner des doubles signaux acheteurs. Assez faibles, hein, puisque les dernières patterns restent vendeuses, mais ça essaie d'installer du momentum acheteur. Donc on va voir. Pour l'instant, moi, ça me semble inintéressant au possible. Voir si ce support-là se crée. Ou si on arrive à casser et accéder à cette zone de volume. Et dans ce cas-là, je pense essayer de jouer des petits pullbacks. Mais là, ça me semble juste d'un inintérêt le plus total. Ça pue la volate à 2 balles. Ça me fait penser à Rod et ses bandes de Bollinger là. Mais théoriquement, là, franchement, à part mettre de la bande de Bollinger, je vois pas trop quoi faire là. Bon voilà, c'est marché à con. Hein, voilà. Je dirais franchement, moi, face à un truc comme ça là. Pas le moindre espèce d'intérêt graphique. Donc patience, voilà, c'est de la volatilité stupide qui risque de se mettre en place, ça risque de ranger cette zone de prix. Moi je serais plus vendeur qu'acheteur, mais je préfère vendre avec des bons prix, parce que je pense qu'il faut être exigeant sur les prix dans ce contexte-là, dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Donc je dirais, voilà, ici ça me semble un peu contradictoire, le fait d'avoir un momentum haussier dans des cycles vendeurs, ça annonce bien des ranges, donc trader aux bornes. Mais si j'avais eu un petit signal ici, un surachat, n'importe quoi, j'aurais peut-être pris la vente. Là, n'ayant pas de confirmation du momentum, ça me paraît pas intéressant. Donc pour l'instant, je vois pas de trade à risque limité. N'ayant pas ça, je pense qu'il vaut mieux attendre. Donc là, je dirais attendre que soit cette borne la casse, soit celle-là, mais voilà. Peut-être un petit achat, jouer ici du coup sur le support en 15 minutes, là, effectivement. Là, je dirais sur le canal, sur le canal 2 heures, là, du coup, essayer, peut-être dans cette zone-là, avec un momentum acheteur, essayer d'aller jouer un petit quelque chose. Voilà. Mais là, pour l'instant, on voit c'est un marché qui se cherche, hein, qui balaye. Entre guillemets, hier, les Américains ont bien poussé. Les Européens, ce matin, ils sont déjà surachetés à l'ouverture. Ça essaie de digérer le truc. On essaie de s'installer là le plus longtemps possible, en fait. On va essayer, je pense, de trader cette zone de prix le plus longtemps. Mais pour moi, la sortie semble quand même s'annoncer plus baissière sur la trendline qu'on a identifiée donc tout à l'heure. Tout m'invite à penser qu'ici, voilà, hein, et probablement à terme revenir tester des supports et puis voir si ça se dégrade plus que ça, puisque là effectivement en 2 heures on voit qu'on arrive sur des zones où là, voilà, pour moi c'est ça qui domine, hein, et ça c'est hop, hop, et ici, vous voyez, ça fait hop, hop, et derrière, et voilà, si on s'en remet une, malheureusement ça risque d'être pour aller faire un nouveau plus bas. Je vous rappelle qu'il y a de la place, hein, sur Papadax. On va en reparler en Papadax en cash. Donc là, on refait plus du swing, hein, mais je vous rappelle que
Pour conditionner les scénarios swing haussiers, pour moi, il y a un risque parce qu'il reste des gaps ici qui sont très très proches sur le DAX et des gaps de prix jamais cotés du tout. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des prix qui n'ont absolument jamais été proposés. Et je vous en avais parlé la dernière fois. Les market makers, normalement, sont obligés de proposer tous les prix. Donc là, comme ces prix n'ont jamais été proposés sur l'indice DAX, il est possible qu'il y ait du market making pour forcer ces prix-là à la cotation. Et donc peut-être toujours un aimant baissier, puisque l'aimant il est par là, du coup vous voyez la zone de prix c'est vraiment 10 900. Vous dire qu'en gros ici c'est comme s'il y avait un espèce d'énorme aimant qui dit viens me chercher, viens montrer ces prix-là. Donc ayant ça, moi honnêtement je reste prudent. D'ailleurs on va vraiment donner les chiffres parce que c'est important, là c'est vraiment une histoire de précision, c'est de l'horlogerie du trading en fait là. Donc le plus bas, low est à 668,7 sur le cash. On va créer une zone. Donc, hop. Donc 10 668,7 jusqu'à le plus haut qu'on ait coté ici. 827,7. Ok, fantastique. Pas du tout fonctionné. Ah, je crois qu'il ne prend pas les virgules. Et là, on avait dit le bottom 668. Voilà, c'est mieux. Ok, les dates, on va mettre moins 500. Donc là, il faut se dire que ici, c'est un aimant, mais un putain d'aimant à prix. Voilà. Je vais essayer de mettre ça d'une autre couleur. Il faut vraiment le noter. On va le noter en noir. Voilà. Ça, c'est donc l'aimant à prix. Normalement, il faut aller coter ces prix-là. Il faut remplir ça. Donc, vous dire, est-ce que là, on va rebondir ? Moi, j'ai envie de dire non, tant qu'on n'a pas fait ça. Et donc, ça m'invite à dire, là, on va risquer de trouver une résistance, de difficilement franchir ça. Et puis tout simplement, voilà, ici on flatte, on commence à se dégrader, et puis bam, on vient faire ça, et après on n'en parle plus. Donc je dirais une dernière phase épidermique à Wall Street, peut-être Apple ou des catalyseurs comme ça, on vient refermer ce truc-là. Et une fois qu'on aura fait ça, je suis plutôt positif après sur des replis. Tout simplement, Wall Street aura bien purgé, on va digérer ça pendant quelques trimestres, probablement 2 à 3 trimestres, avant de reprendre éventuellement des phases beaucoup plus baissières. Des objectifs beaucoup plus bas l'année prochaine, mais tout ça, on aura largement le temps d'en reparler. Par contre, évidemment, moi, sur ces zones-là, après, les rebonds, je les jouerai à l'achat sur la zone européenne, que je n'achèterai pas, évidemment, sur Wall Street. Je préfère acheter de la zone euro qu'acheter de l'US, mais on en reparlera quand tout ceci aura été comblé. Allez, bye bye, à demain. Et donc demain, on refera une autre émission intraday. J'essaierai de la faire un peu plus tôt, puisque demain, on va essayer de faire de l'intraday. Je vais essayer de vous faire l'émission à 8h, puisque je n'ai pas le petit demain, donc je vais pouvoir faire ça. Et comme ça, on préparera les plans avant pour pouvoir les appliquer réellement dans la matinée. Parce que j'aime pas trop, le problème de l'intraday, c'est ça, c'est qu'il faut aussi se lever tôt, quoi. Allez, bye bye, à demain.